Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer, je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci beaucoup. Cette semaine je me suis fait plaisir, après la Switch 2 j'ai investi dans la PS5 Pro. Oh ! Et oui, avec son petit lecteur et son pied qui m'ont coûté 1,5 rein. Ouais. Donc ça va, il me reste encore un demi-rein, donc ça va, faut juste que je bois pas trop d'eau, mais bon bref. Donc très content, je suis sur Death Stranding 2 en plus, donc voilà, c'est vraiment mon moment, je kiffe bien. Ça a été l'occasion à la PS5 Pro de relancer des vieux jeux, entre guillemets, hein, mais Gran Turismo 7, Day Guns, pour tester un petit peu la machine, et je ferai, comme je l'ai fait pour la Switch 2, un retour d'expérience après quelques heures, voire semaines de jeu dessus, donc pas tout de suite, peut-être à la rentrée. Mais ouais, ça m'a bien occupé, tu te doutes, hein, l'arrivée d'une nouvelle machine, c'est toujours, c'est toujours dans l'expérimentation. Et sinon, qu'ai-je fait d'autre ? J'ai lu une magnifique bande dessinée que je vais débriefer tout à l'heure. Mais dis-nous, toi, Kira, ta semaine, comment ça a été ? Alors, écoute, ça a été nickel. Moi, cette semaine, je suis allé, j'ai passé déjà, je suis parti en week-end 3 jours, je suis allé au zoo de Beauval. Magnifique zoo. Lundi, il faisait très chaud, mais c'était hyper agréable. Déjà, ils ont mis des brumificateurs partout là-bas et ça, c'est trop cool. Je t'avoue, c'est super agréable de pouvoir se mouiller comme ça, un vrai gosse. Belle petite attention. Ouais, non, c'était vraiment super bien. Mais j'ai quand même fait 2-3 choses à côté, donc j'ai commencé Baldur's Gate 3. Enfin, donc ça y est, là, je suis dessus. Je dois être à peu près, à 3-4 heures de jeu, donc je débute et j'y vais doucement, donc ce sera mon jeu. Fil rouge. Mon jeu que je ferai en parallèle, de tous les autres jeux. Que je pourrais tester au fur et à mesure des mois de l'année, en tout cas, parce que je pense pas le finir en un mois. Je suis allé voir hier F1 au cinéma avec Brad Pitt, et c'était très très cool. C'est un film avec une bonne petite vibe, c'est assez inoffensif, c'est feel good, c'est un bon film d'été, donc je le conseille. Toutes les scènes, en fait, tout ce que je reprochais à Gran Turismo, c'était le côté fake des courses de bagnole, parce que c'était beaucoup filmé sur fond vert avec des images de synthèse. Là, c'est pas le cas, c'est le réalisateur de Top Gun Maverick, donc c'est réalisé avec des vraies bagnoles, des F1 et tout, et avec des vrais pilotes de F1 aussi. Et Brad Pitt. Alors, moi qui n'y connais rien en F1, je t'avoue, il y a 2-3 règles que je n'ai pas compris. Mais en soi, non, c'était un très bon film. Il y a une petite vibe un peu Ted Lasso, donc j'ai bien aimé. Sympa. Alors, déjà, quel est le programme de cette semaine ? Comment on peut faire plaisir à la taverne ? Donc, le classique, tout ça. Le classico-classique. Donc, déjà, les actualités donc, de la semaine. Le Capcom Spotlight, comme on l'a promis la semaine dernière, on va le débriefer. The Alters après, Helldivers 2 et FBC Firebreak. Donc là où on se parle, il y a certainement une énorme actualité qui est tombée, mais on prendra un petit peu de temps pour la débriefer plutôt la semaine suivante, à froid que à chaud. Pour la digérer, l'analyser. Ouais, donc la partie Xbox et les licenciements, ça arrivera, mais pas tout de suite. Après, tu nous as concocté un joli petit test d'été, je trouve, Illusion Island, pardon. Dans la veine des Rayman en mode Disney. Et enfin, le sujet hors sujet, donc qui est un peu moins glamour, c'est Frankenstein au nom du père, la bande dessinée, qui est dans la même collection que celle de Dracula que j'avais fait chez Glénat. Et comment faire plaisir à la taverne, tu l'as dit, donc les 5 étoiles, hyper important. On a eu une petite baisse de régime sur les 5 étoiles, donc voilà, si vous n'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites-le, c'est vraiment très important pour nous. Aussi, on a un concours en cours sur notre Twitter pour gagner un exemplaire de Death Stranding, donc faites une petite visite sur notre page Twitter. Kira nous réserve un petit concours aussi qu'il y aura sur notre page plutôt en fin de mois, donc les réseaux sociaux évidemment très important, et le formulaire du site web pour la FAQ de cet été. Si vous avez des questions à nous poser, on répondra à toutes vos questions, même les plus intimes sur la vie de Kira, donc n'hésitez pas par formulaire sur le site web, je suis certain que ça va vous motiver. Impeccable, donc on est parti, on lance le générique et on attaque les news. Allez, c'est parti. Donc le Capcom Spotlight qui a eu lieu
la semaine passée, donc la semaine où on avait enregistré, enfin le jour où on avait enregistré notre épisode sur Split Fiction. Donc le soir même, il y avait cette conférence sur le studio du coup éminemment connu, le studio japonais qui a le vent en poupe, donc Capcom, qui a présenté, je dirais comme ça, je lis mes notes un peu à la volée, 5-6 jeux vraiment en y passant du temps. Donc un Capcom Spotlight de 40 minutes. Donc on a commencé par du Pragmata où on a enfin vu quand même, et c'était nécessaire, du gameplay, où on sera sur un gameplay mix entre puzzle game et jeu d'action, toujours dans cet univers post-cataclysmique à moitié si je puis dire, sur une base lunaire où il y a des androïdes, donc Diana d'ailleurs, qui est la petite fille, l'héroïne, qui est une androïde, et Hugh Williams qui est un astronaute qui l'accompagne, lui dans son armure un peu à la Vanquish comme on avait dit la dernière fois. Et donc Vanquish Wish, ça rime en plus. Après bon, je pense que ce sera plutôt l'inverse, parce qu'à mon sens il y aura un gros budget chez Capcom plus que chez Platinum Games, mais le budget ne fait pas tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette présentation, c'est la partie gameplay comme je disais, parce que finalement on savait pas trop à quoi s'attendre, et donc Diana aura ses propres facultés qui seront de pirater les ennemis, elle va les hacker en fait pour faire tomber leur défense, pour que Williams ou Hugh puisse tirer dessus et tuer les ennemis. Donc il faudra et en même temps gérer le déplacement et William pour qu'il puisse esquiver et pas en prendre plein la poire tout le temps, pendant qu'on on résout les mini puzzles de Diana et faire tomber les défenses de l'ennemi. Donc ce côté-là, je l'ai trouvé finalement bien, parce que ma seule crainte que j'avais sur Pragmata, c'est qu'on soit sur quelque chose d'assez basique sur le gameplay, et là finalement ils ont twisté ça, on n'est pas sur un énième TPS un peu basique, donc il y aura ce système de hack et de combat en temps réel qui me semble assez intéressant, après avoir évidemment manette en main, mais je trouvais que c'était assez rafraîchissant pour un genre science-fiction SF qu'on connaît pas mal. Ouais, moi ça m'a pas plu plus que ça, encore une fois je suis pas emballé par la DA et par les mécaniques, c'est vrai que c'est plutôt original, mais bon en soi... Ouais, voilà. Ensuite, on a enchaîné sur du Street Fighter 6, évidemment, que je trouve vraiment de plus en plus joli. Là, j'avais envie de me le prendre, mais après, je ne le prendrai pas, parce que à chaque fois que j'achète un jeu de combat, j'y joue 5 minutes et j'abandonne juste après, parce que faut que je me fasse à l'idée que les jeux de combat, c'est pas pour moi. À part Tekken 8, que j'avais beaucoup aimé, mais c'était plus pour le mode histoire. Donc là, on avait Takayuki Nakayama qui nous a présenté la saison 3, vague 4 du jeu, avec le personnage emblématique de Sagat, qui débarque en août, qui a un bon look. Qui a un carrément bon look, bon délire. Il y a d'autres personnages qui vont arriver comme Viper, Alex et Ingrid. Ils ont présenté le Fighting Pass, des cosmétiques, des costumes d'été tout à fait saillants pour les personnages qui sont tout à fait réussis, et les événements d'e-sport. Donc voilà, Street Fighter 6 c'est un carton et ça continue de l'être, le jeu continue sa petite vie, et voilà, on n'est pas client mais on l'évoque parce que certainement chez vous aimez, il y a des fans. Ensuite on est passé rapidement par la case Onimusha, donc pour parler d'Onimusha 2 Samurai Destiny, le remaster qui est dispo à 30€ je crois sur les stores, et on a parlé aussi un petit peu mais très rapidement du nouvel épisode Ways of the Sword, mais très peu de détails, on saura juste qu'il sera jouable bientôt à un événement, je crois que c'est Gamescom ou autre, je sais plus, le prochain Onimusha, mais c'était pas notable. Là ils sont pas vraiment arrêtés dessus, je pense que t'es d'accord. Ouais, c'était vraiment histoire d'en parler quoi. Capcom Fighting Collection 2, donc on déterre les vieux jeux et on les fait revenir, donc plutôt cool, j'y passe pas trop de temps, mais si vous aimez Power Stone, Street Fighter Alpha 3, Hooper et toutes ces joyeusetés, c'est fait pour vous. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa, ils ont reparlé de Kunitsugami Pass of the Goddess. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu un peu en mode Tower Defense, mix entre Okami, dans un Japon médiéval un peu bizarre, un peu ésotérique en même temps.
Donc le jeu arrive. Oui, je me souviens, oui. Le jeu était sorti l'année dernière. Là, ils en reparlent aujourd'hui avec une version Switch 2 qui sort et je pense que c'est très bien. La plateforme s'y prête. Ça va avec la console. Ouais, ça va avec la console et le public de la Switch 2. Et pour dire qu'ils vont rajouter aussi un mode, je crois que 16 bits ou 8 bits, je sais plus pour les musiques, mais on va pouvoir convertir les musiques pour que ce soit un peu plus old school. Donc plutôt bien. Moi, je le ferai sur Switch 2, je pense. J'étais content qu'ils en parlent. Et enfin, et je vais finir là pour petit débrief, Resident Evil 9, Requiem et Monster Hunter Wilds. Donc je termine par la fin, mais Monster Hunter Wilds, je pourrais pas trop en parler. C'est juste qu'il y a masse contenu qui arrive, il y a des nouveaux monstres, il y a tout plein de choses. C'est leur mastodonte chez Capcom en ce moment. Donc il y a tout plein de contenu. Si vous êtes intéressé, allez voir, ils en parleront mieux que moi parce que j'ai pas joué au jeu. Mais en tout cas, plein de nouveautés, du contenu, de l'optimisation, etc. Mais arrêtons-nous plus sur Resident Evil Requiem qui a une présentation qui m'a complètement déçu. Kira, comment toi t'as trouvé cette présentation avant que je détaille ? Alors pour moi, il manquait de gameplay en fait, c'était le problème et alors c'est juste une impression comme ça, mais j'ai l'impression que le jeu essaye de raccorder les wagons avec le reste de la saga, mais n'arrive pas vraiment à proposer quelque chose. Enfin, j'ai vu pas mal de gens se pâmer juste sur un hall, sur un hall en comment dire au niveau du gameplay. Donc voilà, j'ai trouvé ça aussi assez décevant, trop court pour être intéressant et un peu trop long sur certaines interventions. Donc moi je sais que c'est un jeu que j'ai hâte de faire, j'aime beaucoup le look de Grace, le personnage principal, le fait de pouvoir le jouer en TPS aussi c'est quelque chose que j'attendais, donc je suis assez content malgré tout. Voilà, j'attends de voir quand il va sortir, on aura un peu plus de bonbons à se mettre sous la dent, mais en tout cas voilà, comme toi j'ai trouvé que c'était un peu avare en nouvelles images. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je vais compléter avec un autre élément qui m'a un petit peu déçu, c'est que comme on retourne à Raccoon City, pour moi le jeu forcément nous renvoie à un héritage, l'héritage des premiers épisodes, l'héritage qu'on a aimé, sauf qu'on est vraiment dans un jeu qui est ultra typé Resident Evil 7, j'ai trouvé, où on est en plus sur une Grace qui est pas une combattante ou voilà un personnage... Qui a l'air d'avoir peur. Ouais, voilà, c'est très axé sur la peur émotionnelle, la vulnérabilité du personnage, donc ça me fait beaucoup penser à Resident Evil 7 que j'aime bien, mais l'espoir de revenir à Raccoon City me faisait penser qu'on allait raccorder davantage avec l'héritage des premiers Resident Evil, une sorte de retour aux sources, et ça n'a l'air d'être pas le cas, et je reste... C'est plus un hommage, enfin je trouve que c'est plus un retour aux sources, mais à Resident Evil 2 remake et 3 remake en fait, plus que aux anciens. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, tu vois, il récupère les assets, peut-être. Ouais, ça sentait un peu le réchauffer, mais pas de la façon dont j'aurais aimé. Et cette alternance FPS, ces troisième personne, moi, voilà, je suis frileux. Je l'ai pas testé sur le 8. C'est pas quelque chose que je trouve engageant. Enfin, il le montrait. Et pareil, je trouvais que c'était pas très bien illustré pour le coup. Enfin, c'est quelque chose, ça, qui me rassure pas. Je vais plutôt le faire en vue FPS parce que j'ai l'impression que le jeu est conçu comme ça. Et conçu pour ça et que la troisième personne ça a l'air d'être gadget, mais je me trompe peut-être, ils ont encore du temps, le jeu sort l'année prochaine, donc attention, hein, c'est une présentation, c'est une des premières, donc un avis subjectif à prendre évidemment avec des pincettes. Après, ils ont testé la version TPS de RE8 que je trouve bien supérieure au mode FPS. Je pense qu'ils ont, là maintenant, comme c'est déjà pensé dans le projet, en fait, je pense qu'ils ont possibilité de faire quelque chose pour le coup d'assez intéressant. Après, la peur ne sera pas régie de la même manière en TPS qu'en FPS, parce que bon, on a quand même une certaine distance avec le personnage qui va se créer forcément, mais on va rester davantage quand même dans l'ADN Resident Evil. Là où je trouve, et ça se ressent un petit peu dans la bande-annonce qu'on a vue, c'est que le développement des RE9 a été assez, je vais pas dire chaotique, mais assez et un peu parti dans tous les sens. À un moment, il parlait d'un jeu intégralement en open world, après il parle de zone ouverte, et on a l'impression qu'ils ont testé des concepts et qu'ils ont essayé de raccommoder ça comme ils ont pu. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Bon, je reste très emballé parce que c'est du Resident Evil, mais c'est vrai que voilà, j'attendais quand même un feu d'artifice que je n'ai pas eu. The Alters est au cœur d'une vive
polémique depuis que des joueurs ont découvert des traces d'intelligence artificielle générative dans certains textes et sous-titres du jeu. Donc des phrases typiques de prompt IA comme bien sûr voici une version révisée ont été repérées lors des parties, révélant que le studio 11-bit Studio a utilisé ces outils sans le mentionner sur la fiche Steam du jeu. Une obligation pourtant imposée par Valve depuis janvier 2024. Alors face à la grogne des joueurs, le studio a reconnu avoir utilisé l'IA de manière temporaire et sporadique pendant le développement, notamment pour des éléments graphiques et des traductions de dernière minute. En fait, c'est pour pallier surtout un timing de développement assez charrette, il faut dire. Il s'agit selon eux d'un oubli interne et un correctif est en cours. Mais pour beaucoup, le mal est fait. Cette dissimulation a entaché la réputation d'un jeu jusque-là vraiment salué pour sa narration, son originalité et sa qualité ludique. Alors, clairement, moi, je trouve ça quand même regrettable de pénaliser un studio pour ça. L'IA, maintenant, fait quand même partie de l'univers du travail et surtout est de plus en plus démocratisée. Et dans ce cas précis, elle ne remplace pas le travail des artistes, au contraire, elle leur permet de se concentrer sur des tâches quand même créatives plus essentielles en déléguant les aspects plus secondaires. Donc pour moi, ça représente quand même un gain de temps considérable et ce qui est crucial dans le développement d'un jeu, bien sûr, mais c'est surtout que c'est quand même une petite équipe et dans des structures aussi petites, voire les moyennes structures, chaque jour compte quand même, mine de rien. Et je trouve que c'est quand même faire une grosse polémique pour pas grand chose. Donc c'est vrai que je vais peut-être me mettre à dos les réacs de l'IA. Je peux comprendre que ça peut être gênant, mais là en l'état, je trouve que c'est quand même beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ouais, complètement. Tu vois, j'allais dire que j'allais me faire l'avocat du diable, mais finalement on est deux. L'IA générative pour moi est plus gênante sur la partie créative, images, assets, graphiques, etc. Enfin tout ce qui est plus de l'ordre de la création. Là, si on est sur des lignes de dialogue sans valeur ajoutée ou des textes traduits rapidement avec IA, en fait je pense qu'il faut être lucide. Il y a beaucoup de studios qui l'utilisent comme un outil de support. C'est des développeurs augmentés grâce à l'IA. Comme demain on sera presque tous, je pense, des salariés augmentés grâce à l'IA. C'est le principe. Tant que ça remplace pas l'être humain, mais que ça lui donne des nouvelles possibilités ou plus de productivité, pour moi il n'y a pas de problème. Et aussi tant que ça pioche pas dans les propriétés intellectuelles comme celles qui sont du design ou autre. Par contre, leur erreur aurait été de le stipuler sur la fiche Steam, et là-dessus ils ont fauté. Donc je comprends la grogne des joueurs, mais je crierai pas au scandale, je boycotterai pas pour autant le jeu s'il est bien. Il faut quand même rester lucide et ne pas trop leur en vouloir, je pense, pour quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que donc c'est vrai qu'il faut annoncer l'utilisation de l'IA. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important. C'est de la transparence. Je veux dire, à partir de quel niveau en fait doit-on annoncer l'utilisation de l'IA générative comme ça? Et si c'est pour de la correction, des choses comme ça, je veux dire, maintenant énormément de personnes l'utilisent, que ce soit pour corriger des mails ou des choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire ça devrait être, on doit le stipuler quand c'est quelque chose de purement créatif et quelque chose vraiment de plus, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'encore pour l'instant je trouve que la barre est encore un peu opaque, savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de le stipuler pour ce qu'ils ont fait là, genre des corrections, ou est-ce qu'au contraire on doit le stipuler systématiquement? Donc reste à voir si c'est pas un peu excessif en tout cas. Ouais, peut-être une question de curseur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on est encore au début, c'est une nouvelle technologie qui arrive, faut qu'elle soit appréhendée, donc forcément après ça va venir avec la pratique, quoi. Donc une actualité pour continuer qui va faire du bien, qui va faire plaisir, deux actualités en une. La première qui vient de tomber, donc je l'ai pas travaillé davantage, c'est Helldivers 2 qui arrive sur Xbox. Donc c'est l'occasion, voilà, que dire de plus, Helldivers 2 arrive sur Xbox, grand jeu, c'est trop cool, c'est du multijoueur. Donc pour moi, les exclusivités n'ont pas lieu d'être sur les jeux multijoueurs, donc c'est très bien, vous connaissez notre position de toute façon sur les jeux multi, et sachez que si vous êtes joueur Xbox, vous aurez la possibilité bientôt, j'ai pas la date, de jouer à Helldivers 2 et c'est trop cool, donc amusez-vous dessus. Surtout s'il y a du cross-platform, quoi. Ça fait quand même un sacré parc de copains entre guillemets. Franchement, c'est
terrible. Donc super actualité, ça c'était la première, mais qui est venue se greffer à celle que j'avais déjà notée, qui était le fait que la communauté Helldivers 2 et le studio ont soulevé $120 000 de dons pour une association, sachant que c'est pas la première fois. En fait, ils avaient initié ça en juin 2024, une major order, donc une quête communautaire qu'il y avait, qui laissait aux joueurs la possibilité de faire deux choix. Soit récupérer des mines antipersonnelles dans un hôpital qui était piégé et gavé d'enfants, il y avait des enfants dans cet hôpital, ou sauver les enfants. Voilà, la communauté devait faire un choix, et ils avaient fait le choix de sauver les enfants très massivement, donc au détriment des armes, donc plutôt cool. Et à cette occasion, Arrowhead Game Studio, donc par le biais de leur CEO John Pilestat, avait fait un don de $4 000 à l'ONG. ONG qui s'appelle Save the Children, justement, donc sauver les enfants. Et du coup, ça a beaucoup plu, ça c'était en 2024, ça a beaucoup plu, le don était plus que symbolique, $4 000, mais ils se sont dit, cette année, on refait la même. Et du coup, cette année, la communauté, ils ont choisi les armes. non. Cette année, la communauté, il n'y avait pas de choix in-game, mais par contre, à cette date symbolique, ils ont lancé un site communautaire, donc Freedom Alliance, où il y avait des enchères caritatives, il y avait des lots physiques à récupérer fournis par le studio, des collectors, enfin tout un tas de choses, et la possibilité de faire des dons. Donc ils ont donc créé vraiment un événement communautaire, il n'y a pas de répercussions en jeu cette fois-ci, et ils ont récolté $120 000 du coup pour cette association Save The Children, qui existe depuis 1919, qui vient en aide de façon éducative et en aide d'urgence aussi aux enfants. Donc en fait, je trouve ça génial. C'est clair, c'est un bon c'est parti un peu, pas de rien, mais c'est parti d'une quête en jeu où il fallait sauver des enfants. Bah tiens, on offre un peu d'argent à cette association qui s'appelle Sauver les enfants. Et l'année d'après, on revient de façon plus organisée, un événement communautaire caritatif. Et là, $120 000 en 4 jours. Donc c'est un très beau message d'espoir, parce que le jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est des communautés qui se mobilisent, c'est de la bonne humeur, c'est des très beaux gestes. On a d'autres, on peut penser à Speeddon par exemple, pour Médecins du Monde, une initiative française où on réunit plein de speedrunners. Là, c'est sur Helldivers 2 qui a cette communauté-là. Enfin, le jeu vidéo charrie aussi ses valeurs humaines, ses valeurs de partage, de communauté, et je trouve ça très beau. Donc voilà, je vous transmets l'information qui fait chaud au cœur, je trouve. C'est vrai, c'est un bon mood, et on va dire c'est un carton vert de la taverne. Ouais, exactement. Moi, de mon côté, pour ma dernière news, je voulais parler de FBC Firewreck. Donc c'est un FPS coopératif développé par Remedy. J'en avais déjà parlé, en fait, ce jeu faisait partie des projets en développement par le studio, et est sorti donc le 17 juin 2025 dans l'anonymat le plus complet, en fait. Il est sorti sur PS2, PS5, Xbox Series. Il s'agit d'un spin-off multijoueur de l'univers Control et d'Alan Wake, dans lequel jusqu'à 3 joueurs incarnent des agents du Bureau fédéral du Control. Leur mission, contenir les anomalies dans des zones instables appelées les failles. Le gameplay repose sur une boucle PvE dynamique avec des armes modulaires et des environnements déformés par des forces surnaturelles. Niveau modèle économique, le jeu donc repose sur une édition standard à 39,99 et une édition deluxe à 49,99, avec des éléments cosmétiques premium achetables avec de l'argent réel via une boutique. Donc c'est vraiment un game at the service. Ouais, voilà. Il n'y a pas de passe de combat, donc ça tourne vraiment autour du cosmétique et de la boutique, mais Remedy a fait un petit communiqué dernièrement, donc ils ont reconnu que les ventes du jeu sont bien en dessous des attentes, bien que le studio ait annoncé avoir franchi le cap du 1 million de joueurs, donc ce chiffre est quand même malgré tout trompeur. Pourquoi ? Parce que la majorité des joueurs y ont accès via le Game Pass ou le PlayStation Plus. Okay. Donc c'est sans achat direct. Donc Thomas Pua, le directeur de communication de chez Remedy, a expliqué que l'un des problèmes vient du fait que Control, l'univers à l'origine du jeu, n'est pas une licence assez forte pour générer un véritable engouement. Le studio admet également que le jeu fait un flop commercial, concrètement, parce que en termes de vente pure, sur Steam, il y avait 200 joueurs actifs en simultané, donc ce qui est quand même pas ouf, en 2 semaines.
Donc tu vois, c'est quand même voilà, pas ouf du tout. Mais toutefois, quand même, niveau console, il est tout autre, car non seulement ils ont dépassé le million de joueurs, mais cette courbe a l'air de se maintenir, et ça c'est grâce à la disponibilité quand même Game Pass et PlayStation Plus, ce qui permet de générer du flux sur les serveurs, et surtout ça inciterait davantage les joueurs à passer par la boutique online. Donc tu vois, les 49,99 à l'achat, donc ça se vend peut-être pas, mais le fait que le jeu soit dispo entre guillemets gratuitement, c'est là que les gens via l'abonnement, donc voilà, ils ont déjà touché un billet de la part de PlayStation et de Xbox, mais à côté les gens consomment dans la boutique. Donc Remedy a quand même reconnu un lancement difficile, donc ça reste un euphémisme, hein, avec des critiques pointant un gameplay assez répétitif et une progression un peu trop lente, un manque de contenu également, mais le studio a réagi rapidement avec un patch 1.2 pour améliorer l'expérience, notamment en accélérant la montée en puissance et en rééquilibrant l'économie du jeu. Malgré tout, ils ont une feuille de route là qui va se développer dans les prochaines journées. La réception reste quand même malgré tout mitigée, et le jeu va, s'il continue comme ça, en fait, va quand même peiner à fidéliser sa base de joueurs et risque de tomber dans les tréfonds du gaz, en tout cas. Oui, parce que les jeux à service, c'est ça, hein, c'est de la rétention, il faut garder les gens sur la durée, les faire consommer les cosmétiques, les passes, etc. Après, moi je dis toujours, chacun son métier, ils sont bons pour faire des jeux solo, ils sont lancés dans le jeu à service qui est périlleux, hein, et on le sait, des très grands se sont écrasés le nez sur les murs. C'était un peu le nouvel Eldorado, mais comme l'Eldorado, ils l'ont pas trouvé, quoi. Non, parce que les présents sont très forts, eux font de la rétention, et c'est dur maintenant de détrôner les jeux qui sont très installés. Control n'est pas une licence forte, ils ont raison. Ça aurait été un Alan Wake en mode, je sais pas, plus coop à la mince, je pense. À la World War Z. Ah ouais, non, je pensais pas à World War Z, je pensais à l'autre jeu là qu'on fait à gameplay asymétrique, tu sais, avec des tueurs en série, la mince. Ah, Dead by Daylight. Ouais, voilà. Par exemple. Mais c'est plus porteur, c'est plus facile à marketer. Là, est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu à service Control ? Eh ben, ma réponse est non. Donc voilà. J'ai adoré Control. Bah, justement, tu vois. Tu touches quelque chose que moi je suis fan de Control, j'adore aussi, comme toi, j'ai adoré, j'adore Alan Wake 2, là je me suis mis sur les DLC dernièrement, et j'ai pas envie de jouer à ce jeu en fait. C'est vrai que déjà j'ai pas envie de passer à la caisse pour le payer, parce que j'ai pas d'abonnement PS Plus extra, ni d'abonnement Game Pass, et c'est vrai que ça m'intéresse pas spécialement ce genre d'expérience multi, justement. Je pense que c'est le genre d'expérience qui devrait rester cantonné avec une belle narration au solo, quoi. Totalement. C'est donc la fin des news. Oui. Tu vas nous gâter. On va parler d'un petit test d'été pour c'est commencer cette période estivale avec Disney Illusion Island. Donc c'est un test que j'ai fait sur Nintendo Switch. Je vous ai sélectionné une petite musique et puis on attaque juste derrière. Disney Illusion Island, donc il est développé par Dlala Studio et édité par Disney Interactive. Disney Illusion Island, c'est un jeu de plateforme mettant en scène Mickey et ses amis. Le projet a été développé lors de la D23 en septembre 2022, une convention dédiée aux fans de l'univers Disney. Et il est sorti donc le 28 juillet 2023. Il arrive sur Xbox et PS5, enfin du moins il est arrivé sur Xbox et PS5 le 27 juin 2025, soit la semaine dernière. Cœur de l'actu, c'est beau, bravo. Ah oui, t'as vu ça, hein, même avec un jeu qui a 2 ans, je suis toujours au cœur de l'actu. Dlala Studio, qui c'est ? Donc moi j'en avais pas entendu parler, et en fait il s'avère que j'avais déjà joué à un de leurs jeux, en fait, car ils sont connus pour leur travail sur le reboot, on peut dire ça, le reboot de Battletoad qui était sorti sur le Xbox Game Pass, que j'avais trouvé assez cool, que j'avais fait en coop justement avec des potes, et j'ai trouvé ça plutôt joli. Et l'objectif était de créer un Metroidvania accessible à tous, avec une direction artistique moderne et avec une composante multi, où l'exploration joue un rôle clé.
L'histoire, donc l'aventure commence sur l'île mystérieuse de Monote, où Mickey, Minnie, Donald et Dingo sont invités à une grande fête, mais à leur arrivée, ils découvrent qu'ils ont été convoqués pour une mission bien plus sérieuse, récupérer 3 grimoires volés qui maintiennent l'équilibre de l'île. Donc c'est une histoire simpliste, comme les derniers comics Disney d'ailleurs que j'avais chroniqué, mais chaque personnage apporte sa propre personnalité à l'histoire, avec des dialogues humoristiques, des interactions qui rappellent les dessins animés modernes de Disney. L'intrigue reste légère, mais comme tu le disais tout de suite, c'est efficace et ça offre une aventure captivante sans être trop envahissante. Visuellement, le chara-design de Disney, je l'appelais Mickey, de Mickey, s'inspire directement de la série Le Monde Merveilleux de Mickey, créé par Paul Rudish, donc avec des traits très exagérés, des yeux assez grand, enfin même très grand par rapport au design habituel, et des expressions faciales très dynamiques, ce qui renforce l'humour visuel. Comme dans la série, les personnages adoptent un style minimaliste avec des lignes épurées, accentuant un rendu moderne et énergique. Les animations sont fluides et très élastiques, ça donne une impression de vivacité, et ça rappelle des classiques animés comme les Looney Tunes, tu sais, de la grande époque. Ça, t'aimes beaucoup ça, ce genre de dessins animés. Ça, j'aime beaucoup, tout à fait. Ouais, et puis vraiment, j'en parle un petit peu de la série, mais c'est une série que je recommande fortement, que vous trouvez ces épisodes de 2 à 3 minutes. Ça se regarde très bien et c'est très 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 drôle. L'ambiance générale est burlesque et absurde, avec une mise en scène rapide et des interactions loufoques entre les personnages. Les éléments clés du charme de cette nouvelle approche graphique de Mickey et ses amis font mouche directement. Les environnements sont variés et regorgent de détails. C'est beau, coloré, c'est bardé de plein de petites animations sympas. La bande-son est composée par David Hudson et elle accompagne parfaitement l'action de mélodies qui évoquent l'univers de Disney, car on va retrouver aussi des petits des petits samples qui ont été réorchestrés de vieux dessins animés Disney en fait qu'ils ont réintégrés dans ce jeu-là. C'est d'autant plus pour ça que ça me fait penser à Rayman Origins, que j'aime beaucoup parce que qui est très musical, tu vois, qui est très inspiré, qui est très où il y a un sound design de folie et même c'est très coloré et tout. Donc c'est vrai que je connaissais pas le jeu là que tu présentes, je l'ai regardé juste avant pour voir quoi ça ressemblait et direct ça m'a fait penser à Rayman. Au niveau du jeu, on est dans un Metroidvania avec 4 personnages jouables. Donc, comme je disais tout à l'heure, Mickey, Minnie, Donald et Dingo. On va explorer l'île en débloquant de nouvelles capacités pour progresser. Contrairement au jeu de plateforme classique, le jeu ne propose pas de combat. Les personnages doivent éviter les ennemis et résoudre des énigmes pour avancer. Chaque héros possède des mouvements uniques, comme le double saut ou la glissade, qui permet d'accéder à des zones cachées. On commence avec le simple saut, et au fur et à mesure de l'aventure, on va débloquer diverses capacités, comme le saut mural, les glissades, etc. Le jeu est jouable en solo et en coopération, jusqu'à 4 joueurs, ce qui ajoute une dimension sociale qui est pour le coup hyper pertinente et amusante au niveau de in-game. L'aventure principale peut être terminée en environ 6 heures en ligne droite et 9 heures en explorant tous les recoins et aussi en collectant tous les collectibles, les objets cachés. Okay. La difficulté, je l'ai trouvée assez modérée, bien que certains moments sont assez vénères quand même. Okay. Si on fait le jeu en ligne droite, ça en fait un Metroidvania plutôt accessible aux néophytes, surtout que certaines options d'accessibilité permettent d'adapter l'expérience aux joueurs de tous âges, et surtout en termes de leur expérience tout simplement. On peut choisir le nombre de cœurs, il y a également de nombreux checkpoints, avec la possibilité de se TP entre eux à partir de un peu plus de la moitié du jeu. Et comme je disais tout à l'heure, là où c'est original, c'est qu'il n'y a pas de combat dans le jeu. On doit juste faire des esquives et des allers-retours. Donc ça peut être assez stressant justement, car les ennemis sont là. Des fois, certains sont même très très gros et sont même assez vivaces. Et du coup, on sait qu'on va arriver à un endroit, ça peut être touchy, donc on doit se préparer à l'avance. Mais dès qu'on commence à gratter dans les zones optionnelles, la difficulté s'avère bien plus élevée, ce qui est quand même pour moi un bon compromis, car le jeu à la base est conçu pour être familial, avec des mécaniques simples, une courbe de progression pas trop rude. Mais quand on va commencer à gratter dans les zones optionnelles, c'est là qu'on va devoir sortir le skill et essayer d'appréhender vraiment la physique du jeu et les environnements en fait. Et tirer parti de toutes les mécaniques, j'imagine. Exactement.
Mais ça c'est bien, c'est un des codes des Metroidvania où en effet il y a un chemin plutôt linéaire qui est accessible, plus ou moins accessible en fonction des jeux. Évidemment, si vous jouez à Blasphemous ou Hollow Knight, même le chemin standard est chaud, mais dans certains Metroidvania, en effet, tu as des zones optionnelles qui sont plus difficiles, qui réclament du skill, et ça j'aime bien ce que tu expliques, tu vois, ça montre en effet qu'ils ont respecté un de ces codes qui est pour moi essentiel, et j'avais peur justement quand tu parlais de Mickey, qui est pas de combat, etc., je me suis dit, oula, si ça se trouve c'est trop simple, mais finalement on peut quand même y trouver un peu de challenge pour les initiés, quoi. Bah, je t'avoue, moi qui n'ai pas l'habitude des Metroidvania, parce que c'est vraiment pas mon genre de prédilection, j'ai avancé dans le jeu, même si c'était, on va dire que je me suis pas arraché les cheveux sur la partie classique de l'histoire, mais il y a eu des moments quand même assez retors, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'explorer, d'aller voir ce qui se passe autour, et c'est là que je me suis retrouvé avec des pics de difficulté, et du coup c'était quand même super gratifiant, parce que pour aller chercher tel ou tel objet à tel endroit en fait, et surtout le plaisir de se balader dans ces maps qui sont quand même très jolies, avec plein de couleurs, de beau design, rien que pour le fait de contempler le décor, on va dire, même si c'est pas un beau paysage à proprement parler, et bah ça vaut le coup de se balader et justement de se frotter à cette difficulté en fait. Et au final, la récompense de ces pics de difficulté, bah c'est vraiment le côté exploration. Ouais, c'est cool. Bon, c'est bien, on est vraiment dans les codes. Exactement. Là par contre où je vais pinailler un petit peu, c'est sur la caméra. Donc la caméra, à mon sens, est bien trop éloignée, ce qui est relou en mode nomade, clairement. Les détails, les environnements des personnages quand même perdent vraiment en lisibilité, et ça rend certaines séquences quand même assez frustrantes pour pas grand chose. Cette distance excessive complique vraiment, mais vraiment beaucoup, la précision des déplacements, et vraiment pour en profiter pleinement, moi je vous recommande de jouer sur un écran de télé où la lisibilité sera vraiment meilleure, et surtout où l'ambiance visuelle prendra tout son sens. Si vous le jouez sur Xbox et PlayStation 5, là clairement vous n'aurez pas ce problème, mais c'est vrai que si vous le prenez sur Switch, en nomade, c'est pas ouf. Okay. La version française est une vraie réussite, c'est les voix officielles des personnages, on va retrouver le casting habituel, ce qui permet de conserver quand même toute l'authenticité et le charme des dialogues. Les interactions entre les personnages sont hyper fines, c'est bien écrit, c'est très drôle, il y a une belle énergie, donc ça correspond vraiment parfaitement à l'ambiance du jeu. Les répliques sont bien ciselées par moments, et je trouve que l'humour fonctionne bien. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la partie parlée se trouve dans les cinématiques. Quand on est en jeu, ça va plus être des bulles qui vont apparaître, tu vois, des bulles de dialogue, donc ça, c'est un petit peu moins cool. Mais vraiment, quand t'es dans les cinématiques, on a vraiment l'impression de regarder un dessin animé, cette fameuse série dont je te parlais tout à l'heure. Le jeu a reçu un DLC gratuit appelé Cache qui met en vedette Picsou, et ce contenu propose une chasse au trésor, et ça ajoute environ 2 heures de durée de vie, donc c'est pareil, tu vois, faut compter, si tu veux le faire le 100% 9 heures plus le DLC, tu rajoutes 2 heures, 2 heures et demie pour faire le 100%, donc mine de rien pour ce genre de jeu là ça fait quand même une petite durée de vie plutôt sympatoche. Carrément. Je vais conclure. Disney Illusion Island est pour moi une belle surprise. Donc pour les amateurs de jeux de plateforme, de Metroidvania, et pour les fans de Disney, c'est une bonne pioche. Sa direction artistique soignée, son gameplay accessible et son univers enchanteur en font une aventure agréable à parcourir, seul ou en famille. Donc je l'ai essayé à plusieurs, et c'est vrai que c'était quand même très très drôle. En revanche, pour les acharnés du genre, le jeu pourrait paraître assez dispensable de par, on va dire, une certaine... on va dire que de par sa facilité et son absence de combat. C'est avec toi qui as l'habitude de saigner des Metroidvania, tu vas peut-être rouler sur le jeu, donc faut vraiment accrocher à l'ambiance dans ces cas-là. Mais pour quelqu'un qui est, on va dire, en middle hockey tiers comme moi, c'est plutôt cool. Donc, tu t'es fait plaisir, en plus t'aimes bien Mickey, t'aimes bien l'univers. Exactement, donc après pour moi c'est pas un jeu qui sera aussi bon que le diptyque Rayman, mais c'est une belle alternative malgré tout, et ça peut être un bon jeu pour appréhender le Metroidvania pour les plus jeunes. Donc si vous avez des enfants ou des petits-neveux, des cousins, des choses comme ça, qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de jeu, ça peut être très très cool de les initier avec celui-ci. Surtout que tout le monde ne peut pas être Rayman Origins ou autres, qui sont vraiment des sommités dans ce genre de jeu de plateforme 2D ou Super Mario Wonders, enfin genre de jeu, même si Super Mario n'est pas un Metroidvania, mais en tout cas ça fait grave envie, ça fait plaisir ce genre de petits tests aussi un peu plus légers, parce que des fois on s'envoie quand même des jeux assez denses à chroniquer, ça toutes les semaines, donc ça c'est... Ouais, je pense que tu nous as calé une petite chronique de l'été, un bon jeu de chill à faire au bord de la piscine, tu vois, tu joues, tu mets ta console en veille, tu le reprends un peu plus tard dans la journée, en mode tranquille. Je pense que c'est hyper adapté à la période, et ce genre de jeux font du bien.
Surtout que j'avais besoin d'un jeu un peu plus calme parce que là je vais enchaîner bientôt un tunnel de sortie où je vais avoir 4 gros jeux en l'espace de 2 mois, donc je me suis dit que ça va être l'occasion d'en parler. Et puis tu sais, ça m'a un peu fait penser à ma période de vacances l'année dernière où j'ai fait Dave the Diver, où j'ai fait un petit jeu feel good et tout pour l'été. Et bah là c'est typiquement le genre de jeu que vous pouvez emmener et utiliser au bord de la piscine. Je pense que je vais peut-être me l'emmener justement pour le refaire au bord de la piscine cet été en tout cas, mais en l'état voilà, c'est intéressant. Et surtout Disney ne sort pas énormément de jeux dernièrement sur console, à part le remake de Epic Mickey qui était très très cool. Et là c'est cool, c'est que c'est une vraie proposition originale. Est-ce que c'est de par son exclu Switch que je n'ai pas entendu parler, du moins pas énormément, mais là le fait qu'il sorte sur console, en plus il sort à 30€ je crois, donc c'est l'occasion peut-être de le découvrir. Oui, parce que sortir sur Switch only, c'est le meilleur moyen de se planter, je pense, sur une console qui est dominée par Mario et consorts. Par les exclus. Bah ouais, si tu dois acheter un jeu du style, bah t'achètes du Mario, quoi, t'achètes pas du Mickey. Ouais, voilà. Donc et en plus c'est bien, ils se sont détachés avec ce côté un peu Metroidvania accessible, sans combat, donc vraiment une belle proposition. Je connaissais pas du tout, moi je pensais que t'allais chroniquer Epic Mickey justement, que je connais mieux. Donc là j'ai été surpris, j'aime bien le design, enfin voilà, c'est séduisant comme jeu. J'ai profité des soldes, je me suis trouvé Epic Mickey à 24€, j'ai prévu de faire le test, mais je ne sais pas quand encore cette année, parce que c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque sur 360, et quand j'aurai un peu de temps pour y jouer, et surtout un créneau pour y jouer, je pense que je ferai le test de celui-ci. C'est donc la fin de mon test. On est parti, toi, sur une chronique d'une bande dessinée, donc on t'écoute, on est tout oui, on est chaud. C'est vrai que j'aime bien moi tout ce qui est monstre, je suis fan de Godzilla, vous le savez, donc Frankenstein cette fois-ci, qui est un grand monument des monstres dans la pop culture, l'un des premiers véritablement. Il y a un nouveau film qui arrive d'ailleurs. Oui, tout à fait, j'ai vu ça et réalisé par Guillermo del Toro. Je suis très chaud, en plus j'aime beaucoup Guillermo del Toro, et on est vraiment dans une icône très ancienne, on le verra au travers de la chronique, intemporelle, basée vraiment, qui a fait les fondements de la pop culture et même une partie de la SF, donc très intéressant à étudier. Mais là on va faire le focus sur l'œuvre originale et cette adaptation sur bande dessinée, donc qui est chez Glénat, qui a été qui fait partie de la collection des grands classiques de la littérature des bandes dessinées. J'avais chroniqué Dracula, l'Ordre du Dragon aussi, qui était très cool. Donc là on retrouve les mêmes auteurs, donc le dessinateur Carrado Roy et Marco Canavo en scénariste, donc 2 Italiens, et un petit peu de musique, et on va passer par l'œuvre originale pour arriver sur la bande dessinée, une petite partie analyse. Donc on va commencer par les auteurs de la bande dessinée. Donc Carrado Roy, 1958, le petit monsieur, donc auteur emblématique, un artiste de l'école Bonelli, donc il officie dans la bande dessinée italienne depuis, je crois, 1986, donc avant même ma naissance. Donc pour les initiés de la bande dessinée, il a contribué sur Dylan Dog, un style très connu, enfin reconnaissable en tout cas, avec son style un peu fantastique. Il joue beaucoup sur les ombres, Carrado Roy. Il maîtrise très bien le clair-obscur, par exemple. Une petite, j'avais parlé du clair-obscur dans la chronique. C'était l'occasion de faire un petit rappel. Voilà, tout à fait. Si vous vous intéressez au clair-obscur, allez sur ma chronique, j'en parle un petit peu. Il a aussi fait des bandes dessinées sur Martin Mystère, Nick Raider, Zona X, Julia, Brandon. Enfin, il a fait plein de choses. Donc vraiment, tout ça pour dire, on n'est pas là pour faire tout son curriculum vitae à ce petit monsieur, mais tu auras compris que c'est un taulier. Le mec, il est très 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 bon, surtout qu'il maîtrise parfaitement le style gothique, le style sombre, et Frankenstein sombre et gothique, on est en plein dedans. Donc c'est très bien. En plus, il a cette faculté de retranscrire un petit peu les troubles moraux, la mélancolie, l'introspection au travers de ses planches, et pareil, c'est des thèmes très forts de Frankenstein, donc parfait. Le casting est bon, et il y a Marco Canavo qui a déjà travaillé avec lui sur Dylan Dog et Dracula aussi. Donc lui, il va vraiment s'inspirer du roman de base de Frankenstein, mais avec une narration
qui reste fidèle, mais qui est condensé forcément, parce que Frankenstein est un roman. Là, on a une bande dessinée assez courte avec peu de dialogue en plus. Elle fait combien de pages à peu près ? Elle fait 100 pages. Elle fait 97 pages. Ah oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme parce que c'est. Ça reste une belle BD, mais c'est pas énorme par rapport au bouquin de base. C'est pas énorme parce qu'en fait, les cases sont grosses. Tu vois, t'as pas plein de petites cases avec beaucoup de dialogue. T'as des très grosses cases dans la bande dessinée parce que ils utilisent une technique que je vais décrire après. Donc en fait, ce qui fait que je l'ai lu sans te mentir en 1h30, mais c'est hyper bien. Le récit est synthétique de l'œuvre de Frankenstein. Il est forcément allégé sur certains points, il s'est permis quelques petites libertés, mais il n'est pas dans la linéarité. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui racontent l'histoire avec des flashbacks, tu comprends toujours, il y a de la consistance, mais comme tu passes de petits flashbacks à d'autres, tu vois, ça donne une sorte de côté un peu stimulant à la lecture qui fonctionne très bien. Donc ce style non linéaire, tu vois, Marco Canavo, il maîtrise très bien et vraiment c'est très chouette. Petit détour par l'œuvre originale cette fois-ci, donc 1818, qui ira Frankenstein ou le Prométhée moderne, ça c'est le nom du roman de Mary Shelley, qui l'a écrit à 19 ans, et c'est assez rigolo parce que c'était un petit concours entre 3 écrivains, donc son futur mari d'ailleurs et un de leurs potes. Ils se sont lancés le défi d'écrire chacun un petit roman d'épouvante. Il y en a un des 3 qui a écrit sur les vampires et ça a fait naître un petit peu encore du folklore sur les vampires, et elle a écrit Frankenstein, qui a été un succès monumental, d'abord édité en 500 exemplaires sans qu'elle mette son nom. Elle avait édité sous inconnu, et là après elle a commencé à mettre son nom sur les livres, sachant que c'était une femme écrivaine à l'époque, donc c'était pas courant en plus, tu vois. Donc vraiment elle a marqué ce succès, Mary Shelley. Et donc l'histoire de Frankenstein, l'histoire originale, on suit Victor Frankenstein, parce que Frankenstein c'est plutôt le nom de famille du créateur que... C'est le nom du docteur. Voilà, c'est le nom du docteur, un scientifique suisse, qui par soif de savoir d'abord et de renommée, il donne vie à des chairs inertes, hein, donc c'est ça, il crée la vie en partant de la mort, donc ce qui est évidemment contre nature. Donc à l'époque ça soulevait en plus... C'était très mal vu. Bon, alors, je pense que c'est toujours mal vu à notre époque, hein. Ouais, mais c'était quand même très mal vu. Ça soulevait des sujets éthiques, tu vois, qui étaient intéressants à l'époque en 1818, hein, rappelons-le. Surtout qu'il n'y avait pas le droit, je crois, de mémoire, à l'époque il n'y avait pas le droit les médecins n'avaient pas le droit de s'entraîner sur des cadavres justement parce qu'il fallait pas les profaner, les souiller, peut-être, et je crois que voilà ça, les souiller, et je crois qu'ils payaient des gens pour déterrer des cadavres en douce pour pouvoir expérimenter dessus. C'est fort possible, ça je ne sais pas du tout la médecine de l'époque, mais en tout cas c'est vrai que de toute façon tu as raison, c'était un peu mal vu, et la première réaction de ce Victor Frankenstein devant sa création a été le rejet, l'abomination, ce qui a créé chez sa créature justement de la peine immense. Il s'est senti rejeté, qu'il l'a complètement fait vriller, et pour attirer l'attention de son créateur, il est tombé dans la folie meurtrière, et donc la tragédie s'est vraiment intensifiée entre meurtre, course-poursuite, désespoir, vengeance, ça a mal fini. Mais oui, c'est une œuvre qui est vraiment fondatrice parce qu'elle a créé, le genre du monstre, et aussi une partie de la science-fiction et du film, de l'œuvre très psychologique. Tu vois, ça fait penser Lovecraft, très certainement, il s'est inspiré aussi de ça. Oui, c'est possible. Et puis, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on se dit quand même que c'est quelque chose de très contemporain, Frankenstein, parce qu'on pense beaucoup aux films des années, de l'époque de la Hammer, années 30, années 50, années 60, voire même années 80, alors qu'au final, c'est beaucoup plus vieux que ça, et un peu comme Sherlock Holmes, le mythe est né quand même dans des pages d'un roman, et mine de rien, ce sont les œuvres, je trouve, comme Dracula, hein, ce sont les œuvres qui perdurent le plus, en fait. Il y a cette aura un petit peu légendaire, il y a énormément d'inspiration avant, mais il y a toujours de l'inspiration maintenant. Oui, surtout que c'est une œuvre qui est très ancienne et qui a... c'est vraiment un roman fondateur
tu vois, une œuvre qui est pionnière dans la science-fiction, dans l'art du gothique, dans la réflexion existentielle entre le rapport créature-créateur, et ça j'en parlerai un peu après. Et surtout, ça a été un terreau hyper fertile de tout un tas d'œuvres derrière. Tu as parlé du cinéma, et en effet, au début de 1900, hein, pas du 19e siècle, mais de 1900, il y a eu des premiers films muets sur Frankenstein qui étaient d'une dizaine de minutes. Après, il y a eu tout un tas d'adaptations quand Universal s'est vraiment appréhendé la licence, si je puis dire. On a même Frankenstein qui combat des loups-garous dans un film, ou la fiancée de Frankenstein. Enfin, il y a tout un tas de films d'adaptation de cette œuvre qui fait vraiment que c'est un canevas que plein d'autres après créatifs se la sont appropriés, ouais. Et c'est le cas du coup de nos auteurs qui se sont vraiment appropriés ce canevas de base en partant du roman pour faire leur propre identité. Et ça, je trouve que ça fait vraiment partie de ces œuvres qui sont intemporelles et qui nourrissent encore aujourd'hui l'inconscient de tout un tas d'artistes. Pas trop dans le jeu vidéo d'ailleurs, j'ai regardé, après évidemment il y a des références gothiques dans plein de choses, mais il y a eu un Frankenstein Monster sur Atari, il y a eu comme ça des petites tentatives, mais il n'y a pas eu beaucoup de jeux Frankenstein. Donc... de mémoire, je crois que je n'en ai même pas joué en fait. Donc le pitch pour notre bande dessinée cette fois-ci. Ça y est, on s'attarde vraiment sur la BD en elle-même. Donc il s'appelle Au nom du père. Donc on suit Victor Frankenstein là aussi, jeune savant qui par orgueil et vanité, là aussi, et vraiment pour nourrir son intérêt personnel et professionnel, crée du coup sa créature de Frankenstein. Un détail près, donc tu vois, c'est bardé de petites subtilités la BD, c'est que quand il a créé sa créature, son monstre, il a pris le cerveau d'un assassin qu'il a mis dans le corps de Frankenstein. C'est généralement pas le bon mood, ça. C'est pas le bon mood pour la raison que tu as évoquée, c'est qu'il subtilise des cadavres qu'il sort des tombes. Et là, c'était le tueur d'une femme qui a été pendue, et donc le corps a été tout frais, donc il l'a récupéré et il a mis du coup le cerveau dans sa créature, ce qui fait que notre Frankenstein, notre créature de Frankenstein, Prométhée d'ailleurs, il l'appelle dedans, il est nourri des souvenirs aussi assassins de ses souvenirs qui ne s'effacent pas, qui restent marqués. D'ailleurs, il le dit dans la BD que le cerveau, il efface pas, il archive en fait les choses. On les oublie, mais elles sont quand même archivées dans un coin de notre tête. Et ça, j'aime bien cet élément un peu plus dramatique, tu vois, qu'ils ont rajouté dans la bande dessinée. Ouais, c'est pertinent, puis c'est actuel aussi. Ouais. Et aussi, notre créature de Frankenstein s'exprime avec beaucoup de lucidité, avec culture, avec intelligence, très loin des clichés du monstre un peu bébête, parce que il y a le personnage d'Elisabeth, donc qui est dans l'œuvre classique, n'a pas de lien forcément avec Frankenstein, avec la créature, mais là, elle va lui donner l'érudition, elle va lui apprendre des choses, elle va être sa professeure. Donc tu vois, ça crée là aussi un lien un peu plus intime avec la créature qui n'existait pas dans l'œuvre originale. Donc deuxième petit twist qui est anodin, mais qui permet plus tard des ressorts un peu émotionnels, des twists et tout qui sont pas dans l'œuvre et qui sont finalement amenés intelligemment. Donc on a vraiment une bête, je te dis, très très intelligente, très humaine finalement. Mais qui a les mêmes tourments, la solitude, comme dans l'œuvre originale, il voudrait que Victor Frankenstein lui crée une femme pour pas qu'il soit seul, tu vois. Donc il y a quand même un côté ultra dramatique qui est omniprésent. Et tout ça, c'est rehaussé donc par le style des auteurs qui travaillent en lavis. Tu sais, le lavis, c'est donc déjà c'est en noir et blanc et c'est le fait de diluer de l'encre. Donc la BD est entièrement noir et blanc et avec ce système de lavis qui donne beaucoup de profondeur au blanc, qui sont très très blancs, et le noir est très noir et avec un gris avec un gris qui est dilué du noir. Donc ça donne vraiment des contre-champs, un côté gothique, un côté très sombre parce qu'il est souvent tapis dans l'ombre, Frankenstein, et ça donne un côté, tu vois, hyper sensoriel, très violent aussi, très dans la suggestion. C'est assez violent hein, d'ailleurs, évidemment, l'œuvre, mais on a à côté de ce qui est visible, ce qui est invisible, il joue beaucoup là-dessus. Et en fait, graphiquement, j'ai vraiment, des fois, j'ai fait des waouh, tu vois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Donc je vous encourage au moins rien qu'à essayer de le feuilleter, le voir, c'est vraiment magnifique. Et enfin, pour terminer sur les thèmes un peu plus analytiques, donc Prométhée,
Et toi qui es fan de mythologie grecque, tu te rappelles un petit peu de Prométhée, je présume, ou pas, ce qui me donnerait l'occasion de... Oui, tout à fait, il a donné le feu aux humains, il s'est fait brûler les ailes, patati patata. Ça, c'est Icare qui s'est fait brûler les ailes, mais en tout cas, t'as raison sur tout le début. Non, et Prométhée, il s'est fait dévorer son foie, je crois. Voilà, il a été enchaîné sur un rocher et dévoré le foie. C'était un titan, du coup, qui a volé le feu sacré à l'Olympe, qui l'a donné aux humains. Et donc, il y a ce rapport au sacrifice, à la vanité aussi, un petit peu. Et Prométhée paye, du coup, son affront. Et c'est pour ça que le surnom de la créature de Frankenstein, c'est Prométhée, parce qu'il y a ce lien évidemment entre, comme Prométhée et les hommes, là il y a le lien entre Victor Frankenstein et sa créature. Et après, qui est Prométhée de l'un et de l'autre, c'est ça aussi qui est intéressant à analyser, parce que c'est Victor Frankenstein qui a donné la vie à sa créature qui en souffre, mais c'est Frankenstein qu'on appelle Prométhée aussi pour d'autres raisons, mais finalement, ce qui est vraiment intéressant à décortiquer, c'est le lien qui existe entre les deux, parce que Frankenstein, le Victor Frankenstein, du coup, ce qui est assez fou, c'est que c'est le père de la créature, c'est le père du monstre, mais qui l'a renié et qui a poussé du coup par tristesse le monstre à devenir ce qu'il est. Et finalement, Kira, qui est le monstre des deux ? Tu vois, c'est ça où... Le créateur ou la création, ouais. Le créateur ou la création, parce que le créateur déjà a fait cet acte de faire revivre les morts, et en plus il l'a rejeté, il l'a mis dans l'abandon, il a joué vraiment le père toxique vis-à-vis de sa créature, mais elle-même répond par le meurtre, par la tragédie, donc c'est ça qui est dit en filigrane dans l'œuvre originale et dans la BD, c'est en fait on a... Un monstre en a engendré un autre, et vice versa, tu vois. Le monstre, c'est peut-être pas celui qu'on pense, bien c'est ça qui est très très intéressant, je trouve, dans cette œuvre. Oui, je suis d'accord. Pour conclure, donc Frankenstein au nom du père, c'est une œuvre qui est vraiment sombre, très intense, assez bouleversante. Moi, j'ai pris vraiment un plaisir assez fou à la lire, avec un regard, tu vois, très critique sur Victor Frankenstein, et en même temps j'ai ressenti aussi le dégoût pour le monstre de Frankenstein, parce qu'il est hideux et en plus il répand la mort, mais tout ce que ça dit, c'est vraiment ultra actuel. On peut penser évidemment au thème de l'intelligence artificielle, ce que nous sommes aujourd'hui en train de créer dans une autre mesure, évidemment. C'est notre création, c'est la création de l'homme. Est-ce qu'il y a de la vanité dans tout ça ? On ne sait pas, mais en tout cas c'est un thème vraiment très intéressant, donc je vous encourage à la lire, et oui, ne pas se fier aux apparences, hein. La monstruosité peut se cacher aussi derrière des très jolis traits comme ceux de notre scientifique suisse Victor Frankenstein, et pas que dans le monstre. Il faut pas juger un livre à sa couverture. Ouais. Et je pense que le mal peut difficilement engendrer autre chose que du mal, donc voilà, la créature est à l'image de son créateur, donc faisons les choses avec un bon état d'esprit, avec sans arrière-pensée, on générera du bien, et quand on est comme Victor Frankenstein dans la vanité, on peut engendrer que le chaos. Et tout de suite après Kira la BD, j'ai commencé à lire le roman de 1818, du coup, tellement que j'étais à fond. Donc ouais, ça m'a vraiment transporté, cette œuvre. Bon, en tout cas, ça a l'air intéressant, faut que j'aille voir sur internet un peu à quoi ça ressemble. C'est je veux magnifique. bien que tu m'envoies des photos, d'ailleurs, et je te la prêterai, bien sur le site web. Mais comme ça, je pourrais voir à quoi ça ressemble, parce que j'avais beaucoup aimé le Dracula déjà quand tu me l'avais prêté. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et je la trouve meilleure que le Dracula parce qu'elle se lit encore avec plus de facilité, les thèmes sont encore plus universels. C'est vraiment une BD exceptionnelle pour un thème exceptionnel. Donc ouais, je te la prêterai avec grand plaisir, Kira. Ainsi se termine ta chronique de Frankenstein. Je te laisse passer au big up de la semaine et puis après on peut conclure. Tout à fait, 2 big ups sur le formulaire du site web, donc n'hésitez pas à aller dessus. Encore une fois, pour les questions même de la FAQ, ça génère du trafic sur notre site, ça le fait remonter sur Google, donc ça nous rend aussi service, comme les 5 étoiles. Et donc là, on a Anthony et Théophile qui disent finalement tous les deux la même chose. Donc c'est pour ça que je les cite en même temps, c'est qu'ils aiment l'ambiance, la bienveillance qu'on a ensemble, évidemment, Kira, mais aussi vis-à-vis des goûts de tout à chacun et du jeu vidéo dans sa globalité. Donc ils nous écoutent pour l'ambiance, pour les
les recommandations, pour les surprises, pour les actualités distillées avec passion. Donc merci le côté chill. À tous les deux. Ouais, exactement, le côté chill. L'ambiance revient généralement de toute façon un petit peu toujours. C'est vrai. Bah merci à vous les gars, c'est cool. Bah je te laisse le mot de la fin et puis bah on a fini pour cette semaine. Tu vas faire quoi la semaine prochaine déjà ? Alors la semaine prochaine, gros test, donc je pense que je me contenterai de parler de ce qu'on a dit Xbox en actualité et Mario Kart World en chronique. Ah oui, en effet. Donc ouais, tu vois, ça sera bien rempli. Et toi du coup, ton HS, Superman ? Oui, si je l'ai. Non, c'est Jurassic World normalement. Si je l'ai vu, ça sera Jurassic World. Enfin, si je l'ai vu, je dois le voir théoriquement fin de semaine, donc peut-être demain soir. Et si je suis encore une fois, hein, si le sujet m'inspire et si j'ai des choses à dire, peut-être aller. Hein, c'est possible, hein, ça m'arrive des fois. J'en parlerai la semaine prochaine. C'est ça qu'on aime aussi. Nous, on se fait plaisir. Hein, c'est pour ça qu'on partage souvent les choses avec passion. Là, j'ai adoré parler de Frankenstein. Tu adores les dinosaures. Donc j'espère que le film te plaira pour que tu puisses en parler toi aussi avec... J'espère aussi. Bah après, même si ça me plaît pas, parce que je veux surtout ça être inspiré pour écrire ma chronique, en fait, que ce soit assez pertinent, quoi. Et sinon, bah écoutez, jouez bien à Mickey Illusion Island, qui est une très belle reco, Kira. Lisez des livres, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. La BD de Frankenstein, elle vaut le détour. J'ai envie d'avoir votre avis dessus. Donc, qui est chez Glénat. Écoutez de la musique, sortez, allez à la piscine, faites du sport. Vous êtes nombreux à nous écouter à la salle de sport. Travaillez bien aussi. Hein. Il faut bien ramener des sous à la maison pour s'acheter des jeux vidéo. Mais surtout, prenez soin de vous. Dans la bienveillance, prenez soin de vos proches et big up, on vous adore et des bisous. Ciao.